toujours concernant la correction des examens de baccalauréat pour les SVT. On continue donc la correction des examens proposés dans les sessions normales 2020 et 2021, et toujours concernant l'information génétique et son expression. Et on commence par la session normale 2020. Donc voilà le sujet. Bien sûr, vous pouvez arrêter la vidéo pour essayer de résoudre cet examen pour vous tester. Sinon, on commence la correction. La maladie de Rondu-Osler-Weber, RO, est une maladie héréditaire. Parmi ses symptômes, des saignements spontanés du nez, des hémorragies digestives et une atteinte du foie. Ces symptômes sont dus à des malformations artério-veineuses qui entraînent l'absence de réseau capillaire entre les artères et les veines. Pour déterminer l'origine génétique de cette maladie, on propose l'exploitation des données suivantes. Donc, lorsque vous lisez les données de l'exercice, vous devez bien sûr souligner les mots importants. Donnée 1. Plusieurs facteurs de croissance se lient à des récepteurs membranaires, des cellules, des vaisseaux sanguins pour activer ce qu'on appelle l'angiogenèse, c'est la prolifération des vaisseaux sanguins. Le fonctionnement de ces récepteurs nécessite l'intervention d'une protéine nommée endoglyne, constituée de 633 acides aminés. Les recherches ont montré la relation entre cette protéine et la maladie de Rho. Les figures A et B du document 1 représentent la relation entre l'endoglyne et l'activité d'un récepteur membranaire qui intervient dans l'angiogenèse chez une personne saine, figure A, et chez une personne atteinte de la maladie de Rho, figure B. On vous demande, en exploitant le document 1, montrer la relation protéine-caractère. Donc pour cela, on doit bien sûr analyser le document 1 en comparant la personne saine avec la personne atteinte de la maladie. Alors remarquez ici pour la figure A, pour la personne qui est saine, on constate que l'endoglyne elle est normale, alors qu'ici elle est anormale. Donc l'endoglyne normale va agir sur le récepteur membranaire après avoir fixé le facteur croissant pour que ce récepteur membranaire soit fonctionnel, ce qui va entraîner une angiogenèse, c'est-à-dire une prolifération des vaisseaux sanguins normale, d'où la personne elle est normale et elle est saine. Par contre, dans le cas de l'endoglyne anormale, bien qu'il y ait fixation du facteur de croissance sur les récepteurs membranaires, ces derniers ne sont pas fonctionnels, ce qui entraîne que l'angiogenèse ne sera pas normale et la personne sera atteinte de la maladie de Rho. Donc, puisqu'il y a modification de l'endoglyne normale anormale, et cette modification qui bien sûr va entraîner l'apparition de la maladie. Donc, il y a une relation entre la protéine qui est l'endoglyne avec le caractère, bien sûr, qui est la maladie. Donc, il y a une relation protéine-caractère. Donc, ce qu'on doit écrire, en présence de l'endoglyne normale, la fixation du facteur de croissance sur les récepteurs membranaires permet d'avoir un récepteur fonctionnel, d'où une angiogenèse normale et la personne sera saine. En présence de l'endoglyne anormale, malgré la fixation du facteur de croissance sur le récepteur membranaire, ce dernier est non fonctionnel, d'où une angiogenèse anormale et la personne sera atteinte de la maladie de Rho. Donc, une modification au niveau de la protéine endoglyne entraîne une modification au niveau du caractère. Personne saine ou atteinte de Rho. Donc, il y a une relation protéine-caractère. Donnée numéro 2. La synthèse de l'endoglyne, qui est la protéine étudiée, est contrôlée par un gène appelé ENG, qui existe de forme allélique. Le document 2 présente un fragment de la laine normale brun non transcrit. Faites attention. Chez un sujet sain et un fragment de la laine anormale brun toujours non transcrit chez un sujet atteint de la maladie de Rho. Et le document 3, bien sûr, présente le tableau, c'est-à-dire le code génétique. En se basant sur le document 1, 2 et 3, donnez les séquences d'ARN M et les acides aminés correspondantes,
aux deux fragments de l'allèle normal et de l'allèle anormal, pour expliquer l'origine génétique de la maladie. Bien sûr, puisque ici on a le brin d'ADN non transcrit, bien sûr on doit chercher le brin d'ADN transcrit, et de là on va en tirer bien sûr l'ARN M, et grâce au codon de l'ARN M, on peut bien sûr chercher les acides aminés correspondants. Donc, détermination des séquences d'ARN et des acides aminés. Bien sûr, votre présentation de votre travail doit être bien structurée, bien claire, pour que vous ne perdez pas des notes. Donc ici, on a le brin d'ADN non transcrit. Donc on le copie à partir de ça, de façon qui est nette et claire. Brin d'ADN transcrit, donc c'est le complémentaire. La séquence d'ARN, c'est bien sûr le complémentaire du brin transcrit, ou c'est le brin non transcrit en modifiant les T par U. Et de là, bien sûr, on a les codons et on cherche bien sûr les acides aminés à partir du tableau du code génétique. De la même façon, pour le brin, c'est-à-dire le fragment de l'allèle anormal. Donc, pour expliquer l'origine génétique de la maladie, on doit bien sûr comparer ces deux résultats qu'on a ici. Donc, si on compare le brin d'ADN non transcrit de l'allèle normal avec celui de l'allèle anormal, qu'est-ce qu'on peut constater? On a ici CCC, voilà, CAC, GTG, mais là on a ATG, puis GAC, AGC, etc. Donc il y a une modification à ce niveau-là du troisième triplet. Donc il y a une modification de G ou substitution de G par A dans le brin transcrit, ou C par T dans le brin transcrit. Ceci bien sûr va entraîner une substitution de la valine, c'est de la troisième position, la valine, en méthionine. Et cette modification, bien sûr, a donné une protéine qui est anormale, ce qui a causé, bien sûr, l'apparition de la maladie. Donc, explication de l'origine génétique de la maladie. Une mutation par substitution du premier nucléotide G par A, au niveau du troisième triplet, du brin non transcrit, ou C par T, toujours du troisième triplet du brin transcrit, a entraîné l'incorporation d'une méthionine au lieu ou à la place de la valine. Donc toujours, bien sûr, à troisième place, au niveau de la séquence peptidique, et donc synthèse d'une protéine endoglynine anormale, ce qui induit à une angiogenèse anormale, d'où l'apparition de la maladie de Roux. Donnée numéro 3. Le document 4 présente l'arbre généalogique d'une famille dont certains membres sont atteints par la maladie de Roux. On vous demande, en se basant sur le document 4, montrer que l'allèle responsable de la maladie est dominant et que le gène étudié est porté par un chromosome non sexuel. Donc on vous donne tout, seulement on vous demande de démontrer. Alors pour le cas de dominance, qu'est-ce qu'on peut constater? C'est que la maladie apparaît d'une génération à une autre et que n'importe quel individu qui est atteint descend d'un des parents qui est atteint. Donc ça prouve que la maladie est dominante. En plus, qu'il est porté par un chromosome non sexuel, c'est-à-dire un autosome. Remarquez ici, cette fille, elle est saine. Si on suppose que la maladie est transportée par le chromosome X, le père qui est malade doit donner à sa fille le chromosome X qui porte l'allèle malade. Donc elle doit être malade, mais elle est saine, ce qui prouve que la maladie est portée par un autosome. Donc là, les responsables de la maladie est dominant et le gène étudié est porté par un autosome. C'est de la justification. La maladie apparaît d'une génération à l'autre et que toute personne atteinte descend obligatoirement d'un parent malade. La fille 3-1 est de phénotype sain, alors que ses parents 2-5 et 2-6 sont de phénotype malade. Donc ses parents sont hétérozygotes, d'où l'allèle responsable de la maladie est dominant. La maladie atteint les deux sexes, donc l'allèle responsable de la maladie n'est pas porté par le chromosome Y. Et la fille 3-1, elle est saine, bien que son père est malade. Si la maladie est portée par un chromosome sexuel, donc le père doit donner un X à sa fille. Donc la fille doit être malade, ce n'est pas le cas. Donc
Donc l'allèle responsable de la maladie n'est pas porté par le chromosome X. Donc l'allèle responsable de la maladie est dominant et porté par un autosome. Puis on vous demande de déterminer la probabilité pour que le couple 2,8, 2,9 donne naissance à un enfant sain, puisqu'ils ont des enfants déjà malades et d'autres qui sont sains. Ça prouve que l'homme, il est homozygote, c'est-à-dire il a petit r, alors que la femme, elle doit être hétérozygote pour donner bien sûr des enfants malades et des enfants sains. Donc pour cela, on doit faire l'interprétation chromosomique que voilà. Donc le père, voilà, de 8, c'est-à-dire ça, il a RR, et va donner 100% le même gamète, c'est R. Par contre, la femme, qui a un phénotype dominant, doit être bien sûr hétérozygote, donc gros R, petit r, elle va donner la moitié des gamètes gros R et la moitié des gamètes petit r. Et lorsqu'on fait l'échiquier de croisement, ça montre que pour avoir un enfant sain, la probabilité est de 1,5. Donc la probabilité de donner un enfant sain par le couple de 8, de 9 est de 1,5. Donnée 4, la maladie de Rho est une maladie héréditaire, rare. Dans une population donnée, cette maladie touche une personne sur 5000. Considérons que cette population obéit à la loi de Hardy-Weinberg. Calculer la fréquence de l'allèle responsable de la maladie, c'est-à-dire le dominant, et celle de l'allèle normal, le récessif, puisque la maladie est dominante. Et on sait que les malades ont comme génotype RR ou R petit r, c'est-à-dire homozygote ou hétérozygote. Pour l'homozygote, sa fréquence est P au carré, pour l'hétérozygote, sa fréquence est 2PQ, alors que l'individu sain, elle présente bien sûr petit r, dont la fréquence est Q carré. Donc, pour la fréquence des l'allèle malade, c'est-à-dire la fréquence des R, c'est-à-dire des malades, c'est bien sûr la somme de P carré plus 2PQ. Et P carré plus 2PQ doit être est égal à 1 sur 5000. Donc Q carré doit être égal à 1 moins 1 sur 5000. Donc calculons la fréquence de l'allèle responsable de la maladie, en sachant que la population étudiée obéit à la loi de Hardy-Weinberg. Donc, on a donné ce tableau, bien sûr que voilà, on a f de r, c'est-à-dire la fréquence phénotypique, et p carré plus 2pq est égal à 1 sur 5000. Puisque la population obéit à la loi de Hardy-Weinberg, p carré plus 2pq plus q carré est égal à 1, donc la fréquence de l'individu sain est égale, c'est-à-dire phénotypique, est égale à la fréquence génotypique, est égale à Q carré, est égal à 1 moins 1 sur 5000, ce qui donne 0,9998. Et puisque Q est égal à 1 moins P, c'est-à-dire P est égal à 1 moins Q, donc 1 moins Q, ça veut dire est égal à 0,0002. Calculer les fréquences des différents génotypes dans la population étudiée. Donc les génotypes, les voilà, et leur fréquence, les voilà. Et on a déjà P et on a Q. Donc pour la fréquence des individus sains, Q carré, ça veut dire 0,9998 le tout au carré. Pour les individus malades homozygotes, c'est P carré, donc c'est 0,002 le tout au carré. Alors que les individus malades mais hétérozygotes, c'est bien sûr 2 fois P, Q. Et on ne fait que l'application. Voilà. Donc, fréquence des homozygotes récessifs, Q carré est égal à 0,9998 au carré, ce qui donne 0,9998. Si on tient compte de se contenter de 4 chiffres après la virgule, voilà. Les individus homozygotes dominants P carré 0,002 au carré, c'est 0,00000. Alors que les individus hétérozygotes, 2PQ, donc 2 fois P fois Q est égal à 0,003. Donc comme ça, on a terminé la correction du premier exercice et on passe à la correction du deuxième
examen proposé à la session 2021. Donc vous pouvez bien sûr arrêter la vidéo si vous voulez bien sûr le résoudre avant d'entamer la correction. La maladie de Tay-Sachs est une maladie héréditaire neurodégénérative dont l'une des formes se déclare vers l'âge de 2 à 3 ans. Parmi ses principaux symptômes, la perte de la motricité, des crises d'épilepsie, des troubles de l'équilibre, une hypersensibilité du bruit, un retard mental et parfois une diminution de la vision. Les enfants atteints par cette maladie décèdent, meurent généralement vers l'âge de 5 ans. Afin de comprendre l'origine génétique de cette maladie, on propose les données suivantes. Donc le but de cet exercice est de déterminer l'origine génétique de cette maladie. Donnée 1. Des recherches ont lié cette maladie à l'absence de l'activité de l'enzyme hexoaminidase A, HEX-A, au niveau des vésicules cytoplasmiques nommées lysosomes. Dans le cas normal, cette enzyme, bien sûr qui est protéine, assure la dégradation d'une substance appelée ganglioside 2. On le note GM2. Dans le cas anormal, l'accumulation de GM2 dans les lysosomes devient toxique pour les cellules nerveuses et entraîne leur dégénérescence. Le document 1 présente le devenir du ganglioside GM2 dans les cellules nerveuses et l'aspect de ces cellules chez un individu sain et chez un individu atteint. Et au moment 2, en se basant sur le document 1, montrez toujours la relation protéine-caractère. Donc vous n'avez qu'à analyser ce document et expliquer ces données par des phrases claires. Alors, si on voit l'individu sain, qu'est-ce qu'on constate? Que l'individu sain produit une enzyme HEX-A fonctionnelle qui va dégrader le ganglioside GM2 en ganglioside GM3 et un complexe GNA. Ceci, bien sûr, n'entraîne pas l'accumulation de ganglioside GM2 dans les lysosomes, qui sont bien sûr lysosomes normales, et la cellule nerveuse sera normale, ainsi l'individu sera sain. Par contre, chez l'individu malade de cette maladie, l'HEX-A est non fonctionnel. Donc le ganglioside GM2 n'est pas dégradé et elle va s'accumuler dans les lysosomes qui vont devenir géantes, ce qui va entraîner bien sûr leur dégénérescence puisque ces lysosomes vont devenir toxiques et bien sûr va entraîner leur dégénérescence, ce qui va entraîner l'apparition de cette maladie Tay-Sachs. Donc ce qu'on doit écrire: chez l'individu sain, l'enzyme HEX-A est fonctionnelle, permet la dégradation du ganglioside GM2 en GM3 et GNA. Donc pas d'accumulation de GM2 dans les lysosomes des cellules nerveuses, et ces dernières seront normales ainsi que l'individu est sain. Par contre, chez l'individu atteint de la maladie, l'enzyme HEX-A est non fonctionnelle, ne permet pas la dégradation de GM2 en GM3-GNA, ce qui entraîne son accumulation dans les lysosomes des cellules nerveuses, d'où l'intoxication et dégénérescence des cellules nerveuses, ainsi que l'individu sera atteint par la maladie de Tay-Sachs. Donc ceci montre, lorsqu'il y a modification de l'enzyme, qui devient ici non fonctionnelle, bien sûr, il va y avoir apparition de la maladie. Donc toute modification de l'enzyme entraîne l'apparition de la maladie. Donc il y a une relation protéine-caractère. Dans le numéro 2, la synthèse de l'enzyme HEX-A est contrôlée par le gène HEX-A qui peut se présenter sous deux formes alléliques. L'allèle normal responsable de la synthèse de l'enzyme HEX-A fonctionnelle et l'allèle anormal responsable de la synthèse de l'enzyme HEX-A non fonctionnelle. Le document 2 présente un fragment du brin d'ADN non transcrit pour chacun des deux allèles. Le document 3, bien sûr, présente le code génétique. Donc, en se basant sur le document 2 et 3, déterminer la séquence d'ARN et la chaîne peptidique qui correspondent à chacun des deux allèles, puis expliquer l'origine génétique de la maladie. Donc, comme toujours, et comme on a fait durant tous les exercices précédents,
Bien sûr, on doit écrire le brin d'ADN non transcrit, et de là, par complémentarité, on va en tirer le brin d'ADN transcrit, puis l'ARN M, et grâce au codon obtenu, bien sûr, on va chercher l'acide aminé correspondant pour l'allèle à la fois normal et l'allèle anormal. Pour l'allèle normal et pour l'allèle anormal. Donc voilà, pour le brin d'ADN non transcrit, et là pour l'allèle non transcrit anormal. Là c'est le brin d'ADN transcrit par complémentarité. Et là bien sûr c'est l'ARN M. Et là c'est la succession des acides aminés pour l'allèle normal, la protéine normale. Alors que celle-ci c'est pour la protéine anormale. Donc qu'est-ce qu'on peut constater pour qu'il y ait explication de l'origine génétique de la maladie? Donc on n'a qu'à comparer la succession ou la séquence des nucléotides au niveau du brin d'ADN non transcrit chez l'allèle normal et l'allèle anormal. Donc si on commence, CGT, CGT, ATA, ATA, TCC, TCT. Donc là, il y a une modification. Mais on a ici aussi T par A par T, C par... Donc il y a ici non pas une seule modification, mais il y a plusieurs. Donc il faut faire attention. Remarquez au niveau des acides aminés, on a arginine, leucine, serine. Mais on a la tyrosine, isoleucine, alaline, leucine. Donc il y a une modification à partir du triplet 4. Donc pour cela, on doit faire très attention pour chercher le type de modification. Alors remarquez ici, on a un nombre supplémentaire de nucléotides par rapport à celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on a ici 4 nucléotides supplémentaires. T, C, T, C. Et là, on a un C, on a un T au lieu d'un C. Donc, au lieu de ça, on va avoir ajout, c'est-à-dire addition de T, A, T, C. Remarquez. Donc, C, G, T, A, T, A, T, C, les voilà. Et si on ajoute T, A, T, C, on constate qu'on a C, T, A, T, C, T, A, T, G, C, C, G, C, C, etc. Donc, lorsqu'on ajoute ces 4 nucléotides à ce niveau-là, il y a un décalage vers la droite. Ce qui a bien sûr modifié la succession des acides aminés obtenus à ce niveau-là. Et bien sûr, a entraîné l'apparition d'un codon stop, ce qui va bien sûr arrêter la production ou la traduction de l'ARN M pour donner une protéine qui est à la fois modifiée et courte par rapport à la première. Donc ce qu'on doit écrire. Donc l'origine génétique de la maladie est une mutation par addition de 4 nucléotides TATC, donc TATC au niveau du brin transcrit, enfin non transcrit, au niveau du brin non transcrit, ou ATAG, ATAG au niveau du brin transcrit de l'ADN, ce qui a changé le cadre de lecture et synthèse d'ARN M modifié, incluant un codon stop par rapport à l'ARN normal, ce qui entraîne la synthèse d'une chaîne peptidique qui est anormale, c'est-à-dire que l'enzyme XA sera non fonctionnel, d'où l'apparition des symptômes de la maladie Tay Sachs. Bien sûr, d'autres élèves vont trouver qu'il y a des substitutions à un autre niveau, par exemple comme ça. Donc on peut accepter aussi le traitement des mutations correctes telles que l'addition de TCTA entre les nucléotides 1275 et 1276, ou l'addition de TATC, ou l'addition de ATC à ce niveau-là, 1276 et 1278, ou bien sûr addition de CTAT entre nucléotides de 1276 et 1277. Données numéro 3. Le document 4 présente l'arbre généalogique d'une famille dont certains membres sont atteints de la maladie de Tay-Sachs. En se basant sur l'arbre généalogique du document 4, déterminez le mode de transmission de cette maladie et justifiez votre réponse. Bien sûr, pour déterminer le mode de transmission, on doit montrer ou démontrer que la dominance
du gène ou de l'allèle, ainsi son locus. Est-ce qu'il est porté par un chromosome autosomal ou sexuel? Donc, puisque les parents 1A, 1, 2 sont sains et donné un enfant ou une fille qui est atteinte. Donc, ça prouve que la maladie, elle est récessive. Pour le locus, puisque ces deux individus sont sains et leur fille, elle est malade. Si on suppose que la maladie est liée au sexe, donc le père qu'on a ici doit être malade pour donner le X malade à sa fille, ainsi que la mère doit bien sûr être hétérozygote pour donner le chromosome X malade à sa fille. Mais le père, elle est sain. Donc ça prouve que la maladie est transportée par un autosome et non pas un chromosome sexuel. Donc la maladie de Tay-Sachs, elle est récessive et portée par un chromosome autosomal. Donc le mode de transmission de cette maladie, donc on peut accepter toute réponse logique. L'allèle responsable de la maladie est récessif. Comme justification, les parents 1, 1, 2 ou 2, 4, 2, 5 sont sains et donnent des enfants qui sont malades. Le gène responsable de la maladie est porté par un autosome. Comme justification, la maladie étant récessive, la fille 2, 3, elle est atteinte et descend d'un père qui est sain. Donnez en justifiant votre réponse les génotypes des individus 1, 2, 2, 2 et 2 et 3, 3. Donc 1, 2 pour donner une fille qui est malade, donc doit être hétérozygote, l'individu 2, 2. Puisqu'elle a une sœur qui est atteinte. Elle peut être soit normale 100%, c'est-à-dire NN, ou N petit n. Alors que l'individu 3, 3, puisqu'elle est malade, donc elle est homozygote, donc elle peut être petit n, petit n. Donc le 1, 2, grand N, petit n, c'est-à-dire elle est hétérozygote puisqu'il donne une fille qui est malade. Le 2, 2, elle est saine d'apparence, mais elle a une sœur qui est atteinte, donc elle peut être grand N ou grand N, petit n. Alors que l'individu 3, 3, il est malade, donc petit n, petit n. Donc le couple 2, 4, 2, 5, 2, 4, 2, 5, qui a déjà un enfant qui est malade, désire avoir un troisième enfant, déterminer la probabilité pour que ce couple donne naissance à un enfant qui est sain, en justifiant votre réponse bien sûr par l'échiquier. Donc on doit faire bien sûr l'interprétation chromosomique, sachant que le parent 2, 5, il est hétérozygote, puisqu'il donne ici un enfant malade. De même, le parent 2, 4, il est hétérozygote, puisqu'ils ont un enfant qui est déjà malade. Donc on a ici un croisement entre deux parents qui sont hétérozygotes. Alors ils sont bien sûr hétérozygotes, grand N, petit n, grand N, petit n. Ils vont donner bien sûr la moitié des gamètes grand N et petit n. Et dans le l'échiquier de croisement que voilà, va donner bien sûr naissance à un enfant sain avec une probabilité de 1 quart. Donnée numéro 4, la maladie de Tay-Sachs est assez rare. Cependant, chez certaines populations d'Amérique du Nord, cette maladie atteint un enfant sur 3600. Donc, puisque la maladie est récessive et puisque la population est considérée comme en équilibre de Hardy-Weinberg, bien sûr, la fréquence des individus malades, Q carré, est égale à 1 sur 3600. Et la fréquence allylique Q doit être égale à racine carrée de 1 sur 3600. Et P sera bien sûr calculé à partir de 1 moins Q. Donc la fréquence des deux allèles, N, grand N et petit n, dans ces populations. La maladie étant récessive, et la population est en équilibre selon la loi de Hardy-Weinberg. Donc f de Nn, c'est-à-dire l'individu malade, est égal à Q carré est égal à 1 sur 3600. Et puisque les populations sont en équilibre, donc la fréquence de l'allèle f de nq est égale à racine carrée de 1 sur 3600 est égale à 0,0166. Et la fréquence de l'allèle dominant, donc P est égal à 1 moins Q, donc c'est 0,9834. Bien sûr, on va demander ici de se contenter de 4 chiffres après la virgule. Donc on doit bien sûr respecter les données. Déduire la fréquence des individus porteurs. Alors les individus porteurs sains sont des individus hétérozygotes. Donc c'est 2PQ.
Voilà. Donc f de n, 2pq, 2 fois p fois q qu'on a ici bien sûr, c'est 0,0326. Ainsi, on termine la correction de ces examens. Du fait qu'il y a peu d'exercices de la restitution des connaissances concernant la troisième unité, c'est-à-dire qu'on va commencer la prochaine fois, transmission de l'information génétique lors de la reproduction sexuée et les lois statistiques, proposées lors des dernières sessions du baccalauréat pour les sections SVT et PC. Je vais corriger les exercices de cette unité, c'est-à-dire la transmission de l'information génétique lors de la reproduction sexuée et les lois statistiques, proposées pour la section scientifique sciences maths. Ainsi, tout le monde va en profiter, soit les sections SVT, PC et les sciences maths A. Mais avant tout, je vais vous laisser ici les 3 examens de restitution de connaissances de cette unité proposée dans les sessions précédentes pour les SVT. Donc pour la session 2020. Et là, pour la session 2020, session de rattrapage. Donc vous avez ici les 2 examens de restitution des connaissances proposés lors de l'année 2020. Session normale et session de rattrapage. Ainsi, ici, vous avez l'examen proposé lors de la session normale 2021, toujours pour les SVT. Donc, je vous laisse ces examens pour les réaliser chez vous pour la prochaine séance. Maintenant, je n'ai qu'à vous quitter en vous souhaitant bon courage et à la prochaine vidéo.